Bonjour, vous écoutez Microsocial, un podcast sur le travail et le droit du travail. Pour mieux comprendre ces évolutions et ces problématiques, nous entendrons régulièrement ici des salariés, des élus du personnel, des juristes et des experts. Premier épisode aujourd'hui, la crise sanitaire que nous traversons et surtout la crise sociale qu'elle pourrait engendrer. Avec deux spécialistes de la santé au travail pour nous éclairer, Alexandra Jean et Elisa Oudinot. Je suis Bernard Domergue et Microsocial est un podcast de la rédaction d'Actuel CSE, des éditions législatives du groupe Lefebvre-Sarrut. Moi, c'est Alexandra Jean. Je travaille depuis plus de 12 ans dans la santé au travail, vraiment dans la prévention des risques professionnels. Donc, je fais de l'expertise pour les CHSCT et désormais les CSE depuis une dizaine d'années. Et je suis sociologue du travail. Et donc, moi, Elisa, donc j'ai un profil, un double profil, ingénieur informatique et également psychosociologue. Donc, c'est de la sociologie des organisations. Et je fais également, là, depuis 8 ans, des expertises pour le compte des élus du personnel, donc CHSCT et CSE, dans le cadre de projets de réorganisation notamment, pour évaluer l'impact sur les conditions de travail, la santé au travail de ces projets. Alors, on a toutes les deux créé une structure il y a quelques mois qui s'appelle DTR Conseil, qui veut dire diagnostiquer, transmettre et recommander. Et pour compléter ce que disait Elisa, en fait, on fait de l'expertise, mais aussi des formations et de l'accompagnement des entreprises, par exemple quand il y a des difficultés, des conflits, des tensions, etc. Enfin, c'est un peu plus large que l'expertise. En quoi la crise sanitaire que nous traversons bouleverse-t-elle les conditions de travail et l'organisation du travail des salariés ? Alors, c'est vrai qu'on voit bien que la crise sanitaire qui a été soudaine, elle a bouleversé les conditions de travail de tout un tas de salariés, tant ceux qui sont restés, qui sont retrouvés à faire du télétravail alors qu'ils n'en avaient jamais fait, dans des conditions particulières, parfois avec des conditions informatiques qui ne leur permettaient pas de travailler correctement, parfois aussi devoir garder leurs enfants, parfois avec une forte intensification du travail. Il y a ceux qui ont continué à travailler, il y a ceux qui ont été mis au chômage partiel, donc on voit bien que la situation, elle a modifié l'organisation du travail et les conditions de travail de chacun, de façon extrêmement disparate finalement. Avec, là, par rapport à la reprise, ce qu'on voit déjà, c'est qu'il y a un sentiment aussi possible d'iniquité entre les différents salariés du fait justement de ces conditions de travail différentes pendant cette période de confinement. Donc, par exemple, si on prend l'exemple de la grande distribution, on voit bien qu'il y a des salariés qui ont continué à travailler parce qu'ils étaient dans les activités dites essentielles. Et puis, en parallèle, il y a pu y avoir des cadres qui étaient en télétravail. Donc là, la question qui va se poser aujourd'hui, c'est comment on recrée des collectifs de travail, comment on retravaille ensemble, alors que la situation, elle a été compliquée pour tout le monde. Sachant qu'en parallèle, s'ajoute à ça, je pense, la gestion de la situation émotionnelle. Il y a des personnes qui ont... tout le monde a des craintes par rapport à ce virus, c'est anxiogène. On a entendu des choses assez différentes par rapport à ses effets, ses impacts sur la santé, etc. Et donc, il faut aussi gérer quelque part ces émotions, aussi dans le cadre professionnel et dans le cadre d'une reprise. Reprise qui va se passer par, pour certains, le fait de reprendre les transports, de laisser leurs enfants à l'école, etc. Comment voyez-vous la reprise du travail dans les lieux de travail pour les salariés et les managers qui ont été parfois confrontés à une charge de travail encore plus forte, paradoxalement, avec le télétravail ? Comme vient de le dire Alexandra, pendant cette période, l'organisation du travail était complètement chamboulée. Alors en effet, il y a eu l'avantage du fait d'avoir une certaine autonomie et certains ont pu trouver ça plutôt plaisant, mais c'est vrai que des enquêtes qui ont été menées, donc notamment celle de l'UGICT, parlent également de surcharge de travail, avec un problème en termes d'équilibre vie privée, vie professionnelle, qui a parfois été difficile à réguler, et avec même des personnels de l'encadrement, enfin des managers, qui ont assez mal vécu cette période, qui a pu générer des risques psychosociaux pour certains, du stress. Donc, pour certains, revenir dans un fonctionnement plus normal avec une vraie séparation espace professionnel, espace privé, ça permet de remettre un peu plus de cadre
dans l'organisation du travail. Cependant, il y a l'autre aspect, c'est-à-dire est-ce que revenir au travail, c'est fait de manière protégée? Est-ce qu'ils sont rassurés pour ça? Et ça, là, c'est tout le travail qui doit être fait de préparation de la reprise de l'activité, à la fois avec les représentants du personnel, les managers, la direction, qui a un gros travail à faire en amont de la reprise d'activité pour rassurer les salariés, pour qu'ils se disent on peut reprendre le travail dans des collectifs de travail, mais de manière protégée. Il y a d'un côté, en effet, la protection sanitaire qui va rassurer. Donc, pour ça, il y a la mise en place des différents gestes barrières, les flux de circulation, l'organisation du travail. Mais au-delà de ça, il y a aussi tout ce qui est formation des salariés là-dessus, c'est-à-dire, bah, comme le disait tout à l'heure Alexandra, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, et encore aujourd'hui qui sont dites, sur à la fois l'exposition, sur la protection. Donc il faut vraiment informer et former l'ensemble des salariés là-dessus, sur quel est le risque d'exposition au risque biologique, les symptômes, quel moment, quelle activité, quel geste, mais également la manière de se protéger. Donc ça, c'est le premier point sur, au-delà des risques sanitaires, former bien les gens. Et après, il y a toute l'organisation du travail. Il y a eu de la surcharge de travail pendant la période de confinement, mais là, sans doute, peut-être, parce qu'il faut rattraper les objectifs de production qui n'ont pas peut-être été atteints pour cette période, il peut y avoir aussi des risques de surcharge de travail. Donc voilà, il y a toute une organisation du travail à repenser sous contrainte à la fois économique, biologique, en termes de risques professionnels et aussi de prévention des risques psychosociaux. Lors de la reprise du travail, les managers ne risquent-ils pas d'être accaparés par la recherche de la performance ? Le risque, c'est effectivement qu'ils soient centrés sur les tâches de gestion, de reporting, la reprise de l'activité économique. Mais c'est vrai que leur mission centrale, finalement, ce serait d'accompagner les équipes sur le terrain, sur cette reprise du travail, sur les différents aspects. À la fois, ça passe par le fait de reconnaître les inégalités individuelles, les situations que j'évoquais tout à l'heure sur la disparité des situations de travail dans la période précédente. Donc ça veut dire faire un état des lieux aussi de cette situation-là, en fonction des postes, par catégorie socio-professionnelle, pour pouvoir échanger concrètement avec chaque salarié sur ce qu'il a vécu pendant cette période et parler aussi de la suite. Cet accompagnement-là, c'est important de prendre un temps individuel à la reprise de l'activité, mais d'avoir aussi des espaces d'échange plus collectifs pour exprimer les difficultés qui ont pu être passées et les difficultés éventuellement à venir, ou en tout cas les questionnements, les craintes, et parler aussi de l'organisation du travail. Ça, c'est le premier élément. L'idée, c'est quand même d'avoir des espaces de régulation qui peuvent être animés par des encadrants, mais aussi par des tiers. Il peut y avoir une combinaison des deux. Et l'autre élément dont parlait Elisa, qui est vraiment essentiel, c'est vraiment d'informer et de former les salariés à ce risque biologique. Alors, pourquoi, selon vous, les entreprises doivent-elles former les salariés de façon régulière à ce risque biologique ? On pourrait avoir tendance à se dire qu'il y a une vraie soudaineté de cette crise et donc on n'a pas le temps de former. Mais c'est vraiment comment gérer les craintes et les angoisses des gens. Ça ne peut passer que par ces espaces, ces temps d'information et de formation qui doivent être réguliers et qui peuvent être faits par le service de médecine du travail. Ils ont été très mobilisés dans les entreprises durant la période, pour celles qui étaient en activité, pour faire des formations à distance. On voit vraiment la différence dans les entreprises où il y a eu ces temps d'échange et de formation sur aussi comment on porte un masque, est-ce qu'il faut porter des gants, est-ce qu'il ne faut pas en porter, est-ce que c'est une fausse protection ou pas, comment on respecte les gestes barrières, etc. Donc, on voit la différence, pour finir ma phrase, sur les entreprises qui les ont mis en place et ceux où il n'y a pas du tout eu ces formations-là, où finalement les gens se sont débrouillés par eux-mêmes en regardant les médias, la télévision, les réseaux sociaux. Alors qu'effectivement, il y a eu une vraie tendance au fait de se dire on affiche, alors parce qu'il y a eu des affiches qui sont sorties de toutes parts et de façon très rapide sur justement ces gestes barrières, comment se laver les mains, comment on met un masque, mais ce n'est pas suffisant. Moi, j'ai eu en entretien des salariés qui me disaient on ne savait pas si le masque, on mettait du côté blanc, du côté bleu. Et c'est un tel, on disait ma belle-sœur, elle est infirmière, elle m'a dit que, mon beau-frère, il est infirmier, il m'a dit que. Et en fait, ça s'arrêtait à ça. Et c'est vrai que c'est important, dans cette logique aussi de reconstruire un collectif de travail, d'avoir ces temps de formation et d'information. Ça permet aussi de poser des questions peut-être plus librement parfois que quand on est avec son manager, en tout cas de s'autoriser à se poser certains types de questions.
Quel est le rôle du management dans cette période selon vous? Le manager, il va effectivement avoir un rôle très important. Il faut être aussi attentif à ces risques psychosociaux à lui, parce qu'il y a effectivement le risque sanitaire qu'il faut prendre en compte et tous les autres risques professionnels. Il y a les risques psychosociaux, mais il y a aussi tous les autres risques professionnels. Si on reprend toujours cet exemple de la grande distribution, il y a eu clairement beaucoup plus d'approvisionnement dans la période. Ça veut dire plus de port de charge, plus de manutention manuelle, etc. Et donc un accroissement possible des troubles musculo-squelettiques. Donc ce n'est pas limité à un risque, effectivement. Alors pendant cette phase de reprise d'activité, les délais de consultation mais aussi d'expertise du CSE ont été réduits. Avec quelles conséquences? Je pense que ça va effectivement rendre beaucoup plus difficile la mise en perspective, par exemple, d'un plan de reprise d'activité avec des conditions de travail réelles. Ça va rendre le travail des experts CHSCT, CSE beaucoup plus complexe, enfin CSE en tout cas. Et surtout, ça va donner beaucoup moins de moyens aux élus d'avoir des éléments concrets pour défendre certains éléments, jouer leur rôle de veille et d'alerte par rapport à la prévention des risques professionnels. Pour nuancer un peu mon propos, ça permet aussi, finalement, d'avoir dans certaines entreprises, dans lesquelles la situation économique aussi est parfois compliquée, il peut y avoir aussi des craintes des élus de faire appel à une expertise un peu plus classique, avec un coût parfois élevé, d'avoir au moins un premier échange, un questionnement des hypothèses de travail sur, par exemple, quels sont les éléments sur lesquels il faut être attentif en cas de reprise d'activité, sur les modifications horaires de travail, sur cette évaluation des risques professionnels qui, comme vous le disiez tout à l'heure, plusieurs décisions de justice ont souligné qu'elle était essentielle et qu'elle devait être réalisée. Le document unique d'évaluation des risques qui recense tous les risques professionnels qui est censé doit être mis à jour, et donc il peut y avoir quand même un travail avec les représentants du personnel par rapport à ça. Ce serait une amorce en fait du travail pour la suite. On va dire que ces expertises en 8 à 12 jours maximum, ça doit permettre de commencer à échanger sur ces conditions de travail et donc de donner un certain nombre d'éléments aux élus, aux représentants du personnel, mais ça n'est pas suffisant, clairement. Les différents mandats qui ont été redistribués fait qu'ils ont beaucoup moins de temps à passer sur le terrain, en fait, et ils sont beaucoup moins aussi à pouvoir passer ce temps-là sur le terrain. Donc déjà, en temps normal, enfin après, Alexandra, tu compléteras avec toi ton expérience, mais on percevait que c'était déjà assez difficile d'être proche du terrain, avec des périmètres très importants à couvrir. Donc là, en temps de confinement, ça a été encore plus difficile. À part si l'entreprise traversait, par exemple, une période de réorganisation où là, les élus et les représentants du personnel étaient particulièrement disponibles pour les salariés. Mais même dans ce cas-là, le lien était quand même assez difficile à garder pendant la période de confinement. Oui, je te rejoins complètement. Avec le CSE, clairement, il y a eu un éloignement des représentants du personnel vis-à-vis du terrain. Enfin, ils le disent, c'est beaucoup plus compliqué pour eux d'avoir accès au terrain, d'avoir le temps d'aller voir tout le monde, étant donné la taille de leur périmètre. Et puis, on a, c'est aussi compliqué quand il y a des situations de chômage partiel de conserver le lien avec les salariés. Ça pose vraiment des questions sur comment procéder, quels moyens aussi on donne aux élus pour pouvoir le faire. Est-ce que les directions discutent aussi du temps dédié dans cette période de confinement, alors qu'ils ne sont pas nécessairement sur leur lieu de travail pour exercer leur mandat. Donc, il y a évidemment tous les cas de figure, parce qu'il y a aussi des situations dans lesquelles, quand l'activité était en fonctionnement, les élus ont pu aussi exercer leur rôle. Mais c'était d'autant plus compliqué dans la période, clairement. Faut-il inventer de nouveaux rituels dans l'entreprise? Effectivement, il va y avoir nécessairement d'autres rituels à construire, d'autres façons de travailler à construire, dans la mesure où, y compris dans la période actuelle, vous allez pouvoir avoir des salariés qui sont toujours en télétravail, d'autres qui vont commencer à aller sur site, alors qu'ils ont des activités pour le coup similaires. Donc, comment on articule ce collectif-là, en fait, avec des gens qui ont peut-être des contraintes encore familiales, avec des enfants qui ne sont pas repartis à l'école, ou alors qui sont éloignés de leur lieu de travail et qui ne souhaitent pas prendre les transports en commun, et d'autres qui ont besoin aussi de revenir sur leur lieu de travail. Il va y avoir une grande diversité de situations, et il faut repenser et réfléchir à, en effet, comment on reconstruit des rituels. Et c'est pour ça que cet état des lieux que j'évoquais tout à l'heure sur la situation passée et
la situation transitoire, en fait, mais qui va durer quand même un certain temps. Avec ces gestes barrières, on ne sait pas combien de temps il va falloir les conserver. Cette situation transitoire, il faut la penser. En tout cas, il ne faut pas considérer que tout va redevenir comme avant, et que la seule différence, entre guillemets, c'est qu'on se tient à plus de 1 mètre de distance, que, par exemple, on arrive par un endroit, on ressort par un autre, qu'on n'est pas plus de 4 dans une salle de pause. Non, ça ne va pas se limiter à ça, clairement. Pour une bonne reprise d'activité, faut-il associer les salariés? C'est vraiment important que ces états des lieux, ces diagnostics soient faits avec les salariés qui sont sur le terrain, qui sont en télétravail, pour qu'ils puissent remonter, eux, nous, quand on met un masque, ça nous gêne au bout d'1 heure, en fait, et donc finalement, on l'enlève. Donc vraiment confronter à la fois ces règles sanitaires et ce cadre qui sera donné avec le travail réel et les conditions réelles, les situations réelles dans lesquelles elles s'opèrent. Là, on a eu beaucoup de témoignages sur les réseaux sociaux de vendeurs, par exemple, en grande distribution, qui trouvaient les dispositifs finalement complètement absurdes au regard des situations, donc avec un afflux, par exemple, de clients dans certains cas. C'était le cas dans la grande distribution, mais également dans le prêt-à-porter. Et ça fait que derrière, les salariés, eux, vont peut-être parfois contourner un petit peu ces dispositifs. Et c'est vrai que tout à l'heure, vous parlez du management. Il y a toute la question de la responsabilité aussi qui vient se poser. Responsabilité juridique, mais responsabilité par rapport au risque sanitaire. À un moment donné, est-ce que ça va pas être, le salarié ne sera pas pointé du doigt parce qu'il n'aura pas respecté le dispositif, alors que les conditions n'étaient pas là pour pouvoir respecter ce dispositif. Et c'est pour ça que les échanges et les états des lieux doivent vraiment prendre en compte les situations réelles des salariés et les impliquer également. Quelles peuvent être les conséquences sociales de cette crise sanitaire et économique, selon vous? On voit bien déjà poindre tous les articles sur les difficultés économiques des entreprises et donc l'insécurité de l'avenir professionnel, l'insécurité économique qui pèse aujourd'hui sur les salariés. Donc, on ne peut pas revenir à un état antérieur. Au-delà des mesures, comme je le disais, des mesures barrières, etc., comme le disait Elisa, les gens vont travailler avec des masques pour certains. Et travailler avec un masque, quand on est infirmier, on a été formé pour ça. On connaît, ça fait partie de nos gestes métiers. Travailler avec un masque quand on se retrouve dans d'autres situations de travail, ça peut être beaucoup plus compliqué. En plus, on voit bien que les masques grand public qui ont été développés ces derniers temps, c'est compliqué en fait de travailler en posture debout avec, on respire mal. Donc, comment on va faire aussi concrètement entre cette insécurité économique, cette situation émotionnelle qu'il faut continuer à gérer et des conditions de travail nouvelles qu'il va falloir appréhender? La situation de travail, elle ne pourrait être que différente dans la période à venir. Et pour combien de temps? Là, c'est un vrai point d'interrogation. Déjà avant la crise, du fait des réorganisations récurrentes, du fait d'une certaine pression qu'on mettait sur les salariés, du fait du développement de la sous-traitance, déjà l'organisation du travail et les conditions de travail étaient dégradées dans certains cas pour certaines entreprises, avec des risques psychosociaux aussi assez importants et une exposition au risque professionnel parfois. Et donc là, la crise sanitaire, bien sûr, elle vient changer cet état de fait, mais elle vient le changer en l'accentuant davantage en fait, et en dégradant davantage les conditions de travail. Mais les difficultés dans lesquelles les salariés pouvaient être existaient parfois au préalable. Je te rejoins vraiment. Je pense qu'il y a eu une exacerbation des risques professionnels préexistants avec cette crise sanitaire. Voilà. Et c'est probablement pas fini en réalité. Je voulais juste revenir sur un point dont tu parlais, sur la responsabilité. On a parlé des managers et de l'importance de leur rôle dans la reprise de l'activité, mais en fait, c'est aussi dans la période passée. Mais la responsabilité, elle est vraiment à placer au niveau de l'employeur, au niveau de la direction. C'est-à-dire qu'il faut être aussi attentif à ne pas déléguer, par exemple, trop déléguer pour se déresponsabiliser, par exemple la transmission des consignes, la transmission de l'information, cette reconstruction des collectifs. C'est bien l'employeur qui doit mettre en place aussi l'organisation qui permette à tous les managers de mettre en place ces dispositifs-là. Là, ce qu'on a pu constater aussi dans la période, c'était ça justement, c'est qu'il y a des managers par exemple qui font des réunions d'équipe, qui ont pu informer un peu les salariés de leur équipe et d'autres pas du tout. Donc ça renforce cette disparité dans les situations professionnelles qui est déjà forte dans la période.
Comment voyez-vous le rôle des élus du personnel dans cette période à la fois de crise sanitaire, de poursuite ou de reprise de l'activité dans les entreprises? Vraiment veiller au cadrage de ce qu'on vient de dire, hein, c'est-à-dire que le management ait bien les moyens de faire ce qu'il doit faire en termes de prévention des risques, d'organisation du travail, de réfléchir à une organisation du travail aussi vraiment qui soit respectueuse à la fois des contraintes, mais des risques qui pèsent sur les salariés. Il faut vraiment qu'ils soient informés sur le plan de reprise de l'activité, avec vraiment un échange et un débat avec la direction, la mise à jour du DUERP qui doit être également présentée au CSE. Donc vraiment veiller en fait à être un acteur important dans cette reprise d'activité et le suivi aussi de la mise en place des différents dispositifs. Merci d'avoir écouté Microsocial, un podcast de Bernard Domergue pour Actuel CSE. Et bien sûr, un grand merci pour leur participation à Alexandra Jean et Elisa Audino du cabinet DTR. À très bientôt.